Bienvenue dans Inspiration créative. Je suis Kylian Talin. Je suis Valentin Decker. Et pendant une saison de 10 épisodes, nous allons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélien Prévost. Aurélien a énormément travaillé sur des projets créatifs en vidéo. Il faisait partie des gars en t-shirt à la naissance de Dailymotion, puis dans Golden Moustache, Multiprise, et plus récemment sur sa propre chaîne. Avec Aurélien, on a parlé d'un sujet hyper important pour tout créateur, qui est comment concrètement on gagne sa vie. On a aussi évoqué l'importance de l'entourage pour développer sa création et de beaucoup d'autres sujets toujours aussi fascinants sur la créativité. Dernier petit message, si vous avez aimé les 6 premiers épisodes d'Inspiration créative, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez une petite note sur Apple Podcasts, iTunes, un abonnement sur Spotify. Tout ça, ça nous aide à faire connaître le podcast. On vous souhaite une très bonne écoute. Très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast. Merci. On est content de t'accueillir aujourd'hui. Avec plaisir. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Pourquoi je suis en retard? Ça, on s'en expliquera après. Non, c'est à quel moment de ta carrière, entre guillemets, ou de ta vie, tu t'es dit ok, j'ai envie de faire un boulot créatif, j'ai envie de faire des vidéos et j'ai envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Je me le suis... En fait, j'ai toujours un peu fait. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un grand frère qui était très créatif et qui me disait pas « Non, casse-toi !» Qui me disait « Allez, viens faire des trucs avec moi !» alors qu'il a 4 ans de plus que moi. Normalement, c'est 4 ans, c'est trop, tu vois. Donc, il y a une barrière qui se crée. Mais là, non. Donc, du coup, il me disait « Ah, viens faire des trucs et tout. » Donc, on faisait des trucs. Donc, j'ai toujours fait un peu ça, quoi. Au début, c'était avec un magnétophone. Enfin, non, au début, c'était avec du papier. C'était de la BD, quoi. Je copiais sur lui, il faisait de la BD, je faisais de la BD. Après, on faisait de la radio, entre guillemets. Enfin, oui, de la radio, mais sauf qu'on n'émettait pas, mais on faisait comme si on émettait. Ouais. Puis après, on a offert enfin pas nous, mais des gens ont offert un caméscope à mon beau-père pour ses 40 ans. Du coup, dans son dos, on prenait la caméra et on commençait à faire des trucs. Et puis après, j'ai commencé à le faire aussi avec mes potes. Mais ça, c'était au collège, quoi, on va dire, un truc comme ça, 4e, 3e. Parodie de Piège de cristal, avec de Die Hard, avec la caméra. Et du coup, moi, j'ai toujours fait ça. Donc, à la base, tu te poses pas là. Je me disais pas est-ce que je vais continuer, est-ce que machin. Je le faisais et je m'éclatais à faire ce truc-là, quoi. Ouais. Et après, à un moment donné, tu te dis bon, va falloir choisir quelque chose après le bac. Moi, j'ai fait un bac ES. Du coup, j'aimais bien Ali McBeal. Vous voyez ce que c'est, Ali McBeal? Je suis vieux, je suis de 1983. Ah oui. D'ailleurs. Et du coup, fin des années 90, il y avait Ali McBeal et j'adorais Ali McBeal. En vrai, ce que j'aimais, c'était pas être avocat, mais c'était la série. Toutefois, je me disais, être avocat, c'est pas mal. Donc, je me rappelle qu'au salon de l'étudiant, j'ai été sur les stands de trucs de droit, du coup. Fac de droit. C'est ça qu'il faut faire, fac de droit. J'ai été voir et tout, un peu en mode Ali McBeal, quoi. Mais en fait, je me suis vite dit que non. Et en fait, moi, j'avais une chance, c'est que mon meilleur pote, avec qui je faisais des trucs dès le collège, là, on faisait des trucs ensemble et on est partis ensemble en fac de ciné. Donc, ce qui est cool, quoi. De partir avec son pote. Moi, j'étais pas en province, mais j'étais en Seine-et-Marne. Et je suis parti avec mon pote, on prenait le train à Melun et nous allions à la fac de Jussieu pour faire le cinoche, pour faire les études de ciné. Ça t'a servi ça? Ouais, ça sert parce que ça ouvre l'esprit, tu découvres plein de trucs et tout, tu rencontres des gens aussi qui ont envie de faire ça. Parce que surtout ça, dans ce truc-là, à la base, c'est... il y a ceux qui font les écoles de cinéma méga chères ou qui sont méga forts et qui arrivent à rentrer à la Fémis et à... C'est quoi l'autre truc? Je sais plus. Vous connaissez un peu tout ça? Non, pas trop. Et ça, c'est les écoles publiques, mais où c'est méga dur de rentrer. Et sinon, c'est les écoles privées qui sont méga chères. C'est forcément méga dans tous les cas. Et nous, on était à la fac et c'était méga aussi. C'était pas mal. Et du coup, là-bas, on a rencontré du monde. Après, on a fait des courts-métrages avec eux et tout, donc c'est cool. C'est un endroit où tu peux rencontrer des gens et tout. Après, c'est pas un truc qui te donne un travail dans l'audiovisuel. Ça te sert à rencontrer des gens, à ouvrir ton esprit sur tout ce qui existe dans le cinéma. Ça pose les bases. Voilà, et après, pour bosser, les gens qui poursuivent des carrières universitaires, ça sert à être prof ou à écrire, quoi. Mais ça sert pas à faire du cinéma, quoi. Et donc, c'est à ce moment que tu te dis, je m'en fais ma carrière? À ce moment, en fait, je continue de faire des vidéos avec du coup toujours mon grand frère et avec mon pote Sid, mon pote de collège, quoi. Sid Marcus? Ouais, c'est ça. Ok, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vidéos des gars en t-shirt. Ok, c'est ça. Okay. Et il s'appelle Sid, lui, de base. Enfin, il s'appelle Sylvain, mais on l'a toujours appelé Sid, quoi. Et en fait, on est parti... à la fac, on faisait déjà des conneries. Je faisais toujours des vidéos avec mon frère. Je faisais des vidéos avec mon pote Sid. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on a commencé un peu à se tourner autour, à faire des trucs ensemble, tous les trois. Et après, à la fac, on s'est lancé, on a monté un collectif, on a fait des courts-métrages ensemble. Mais là, je vous parle encore une fois d'une époque très très lointaine. Ouais. Là, on n'est pas à la fin des années 90, mais on est au milieu des années 2000. Ouais. Et YouTube n'existe pas.
Donc Dailymotion. Dailymotion non plus. Ah, c'est ça qui est fou. donc, nous étions au film fait à la maison, nous. D'accord. Oui. Donc comment tu fais les premières fois? Tu les diffuses à tes En fait, potes, nous, on était génération festival, quoi. Tous ces trucs-là, c'était, on les passait en festival et c'est tout, quoi. Et après, il y avait une petite émission sur le canal encrypté qui s'appelait Les films faits à la maison, et où tu pouvais leur envoyer des films et ils les diffusaient dans ce truc-là. Et ensuite, eux, sur leur site internet, ils avaient un player où il y avait les vidéos qui y étaient. Donc le seul moyen de montrer ce truc-là, c'était de dire allez voir le player des films faits à la maison et vous verrez du court-métrage. Et mais ça va, ils sont sympas parce que c'est un mec de là-bas qui nous a dit il y a 2 nouveaux trucs qui viennent d'arriver. YouTube et Dailymotion, des plateformes pour mettre des vidéos. On a choisi la plateforme française. On a été sur Dailymotion, qui était à l'époque c'était tout aussi bien, quoi. Bien sûr. Et du coup on a balancé nos courts-métrages dessus. Et ce qui est marrant, c'est que comme on était prêts, parce que ces vidéos on les avait faites pour festival ou pour les films faits à la maison, on avait des vidéos de prêtes qu'on a uploadées dès l'arrivée de Dailymotion, ce qui fait qu'on était un peu les premiers gars à avoir fait du sketch sur internet, mais sans le faire exprès pour le truc, quoi. Et t'avais déjà des premiers retours au tout début de Dailymotion ou même sur les players Canal? Est-ce que t'avais des gens qui te faisaient des retours d'une certaine Sur le manière? player Canal, non, parce que personne ne regardait le truc. Et surtout, il y avait une vidéo qui trustait tout, on sait pas pourquoi, qui s'appelait J'ai vomi dans mes cornflakes, je crois. C'était une vidéo un peu étudiant, un peu dark, un peu machin, avec un titre accrocheur, et qui était en haut du truc. Et je crois que c'est la seule vidéo que les gens ont vue sur ce player. Donc non, là, il n'y avait pas de retour, mais sur Dailymotion, ouais. Sur Dailymotion, ça a tout de suite... En fait, ce qui était cool aussi, c'est comme c'était français, tu pouvais rentrer en contact avec eux. Et il y avait un truc à l'époque qui s'appelait Vidéo Star, et tu pouvais du coup être mis en avant sur la home de Dailymotion, ce qui à l'époque avait du poids, parce qu'aujourd'hui, voir ce qu'il y a sur la home de Dailymotion, c'est atroce, tu comprends même pas ce qu'ils font, quoi. Et du coup, ça avait, à l'époque, il y avait ça, il y avait Coréus aussi, Ouais, tout à fait. et nos vidéos tournaient là-dessus, et pour l'époque, ouais, ça marchait très très bien, ouais, donc c'était cool. Et Canal+ a acheté le court-métrage et tout ça, on a eu un début en fanfare. Ouais. Très bien. Et à l'époque, ton ambition, c'est de faire du cinéma ou c'est de continuer à faire des vidéos et de voir ça semaine Continuer à faire des trucs créatifs, quoi. Ouais. Nous, du moment que c'était créa, c'est cool. Après, t'as toujours envie de monter. Mais le cinéma, c'était une finalité à un moment donné, mais tant qu'on faisait des trucs cool. Nous, si on avait eu une émission de radio et où on s'amusait, c'était très bien, quoi. Mais on avait envie de faire des trucs créatifs, quoi. Ok. Il y a un truc que je trouve génial, c'est que t'as vraiment je sais pas combien de temps, mais 10 ans, 15 ans, avant que tu commences à les montrer aux yeux du grand public, typiquement sur Canal ou Dailymotion, t'as ce temps-là où pendant 10-15 ans, tu t'amuses, tu t'éclates, t'expérimentes, et c'est là où tu t'améliores en fait, et au moment où Dailymotion sort, t'es prêt, quoi. Ouais, on était prêts. On était moins prêts que ce que pensaient les gens. Ok. Parce que les trucs qu'on a sortis, comme tu as vu, Pas facile d'être Sid Marcus, Ouais. c'est le genre de truc, c'est un peu les alignements de planètes, quoi. C'est soudainement, on était une bande de potes, on était 3 surtout, mais on était même plus que ça, 4, 5, 6 à bosser sur ces trucs-là. Et c'est le moment donné où tu sais, tout le monde est hyper chaud, hyper patate, et où t'as envie, et où il se passe un truc, et où on s'est donné de fou, quoi. Et pour cette parodie de cette vidéo dont tu parles, Pas facile d'être Sid Marcus, qui dure 5 minutes, on avait des heures et des heures de rush. On allait dans des endroits hyper loin juste pour tourner 3 plans, tu vois. On était l'énergie folle de la jeunesse, tu vois. Ouais. Et du coup, cette parodie de bande-annonce donnait l'impression aux gens du milieu qu'on était capable de faire le film. Alors que jamais de la vie. C'était la première fois qu'on faisait un chant contre chant, c'était totalement à l'arrache, ce truc-là. Du coup, il y avait un petit décalage de professionnalisation dans les yeux des gens et dans là où on en était, qui a un peu compliqué nos rapports avec le milieu, en gros. Ouais, je comprends. Je vous dis tout. Ouais, non, c'est très bien. Quand j'ai vu la vidéo, je me dis, effectivement, t'as des plans dans tous les sens, avec des trucs tellement variés, des costumes dans tous les sens, tu te dis vraiment, fou. c'est Moi, je le revois, j'hallucine, je dis, mais qu'est-ce qu'on était fous. On était fous. C'est cool. Est-ce que dans la façon dont tu crées une vidéo, peut-être de l'écriture jusqu'à la réalisation, comment tu fonctionnes, toi? C'est quoi ton processus un peu? Est-ce que tu fais ça seul, en groupe? J'aime bien bosser en groupe, mais quand je conçois, je suis plutôt seul. D'accord. Et après, ça dépend de où, ça dépend de quel est le média, quoi. Parce que ça dépend si t'écris pour la télé, ou si t'écris pour YouTube, ou si t'écris pour ta chaîne, ou si t'écris pour toi, mais pour Golden Moustache, par exemple, tu vois, c'est différent, la manière d'aborder le truc. Si ça dépend si c'est de la commande, ça dépend si c'est... Donc là, si je prends une vidéo sur ta chaîne qui est sortie il y a 1 mois, si tu veux faire un peu de pub d'ailleurs, n'hésite pas, mais tu l'as fait comment, de A à Z? Ça se passe comment? Alors sur ma chaîne, moi ce que j'aime bien, c'est que justement, en fait, la magie de YouTube, c'est qu'aujourd'hui, ça fait que tu as des codes narratifs type vlog, type facecam, qui sont connus de tous, et du coup, moi je peux utiliser pour raconter des histoires. Parce que ce qui est cool, c'est que moi je suis un vieux de la vieille, donc un caméscope et me filmer facecam, c'est un truc que je fais depuis très 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 longtemps. Sauf qu'avant, t'avais nulle part où mettre ça, c'était juste empiler des cassettes chez toi.
Et surtout, si tu faisais une histoire, si tu racontais une histoire mais que tu la mettais en scène comme tu peux le faire aujourd'hui sur YouTube avec les vlogs et les facecam, et bah c'était un truc expérimental, un peu bizarre. C'était personne faisait ça. Si soudainement tu racontais une histoire via un mec qui parle à la caméra, c'était forcément un truc un peu d'auteur ou un peu expérimental. Enfin, c'était pas des codes connus des gens narrativement. Donc du coup, je pouvais pas le faire. Donc je le faisais, mais personne ne le voyait et j'en faisais pas grand chose. Sauf que là, du coup, aujourd'hui, je peux via les manières de raconter des histoires qui existent sur YouTube, via les manières de mettre en scène des vidéos qui existent sur YouTube, raconter des trucs qui partent dans tous les sens très 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 simplement. Donc pour moi c'est magique quoi. Et en fait, comme je suis indépendant et que les vidéos ne doivent ne pas me coûter d'argent, ce que je fais souvent sur YouTube, c'est j'utilise ce qui m'arrive dans la vraie vie et je le fictionne. Si je dois déménager, si je dois faire un voyage, si j'ai une chaise chez moi où je vois que le pied va se casser, et bah tout ça c'est des éléments que j'essaye de me dire alors attends, comment je peux utiliser ce truc là, et je raconte une histoire en utilisant comme ça en prod ça me coûte que dalle quoi, en utilisant ce qui m'arrive vraiment. Et est-ce que tu as un endroit où tu stockes ces idées? Est-ce que tu les notes quelque part? Ou est-ce que quand ça te vient tu te dis ok j'en fais une vidéo? Je les note, ouais. Après en général je les oublie pas trop, mais oui je les note. Je suis pas très organisé, je suis mi-cahier, mi-note. Note l'application iPhone où les gens écrivent leur freestyle. Moi j'écris pas de freestyle dedans mais je note des idées. Mais c'est vrai que des fois je sais plus, je me dis putain j'avais noté ça où? Sur quel cahier? Je suis un peu organisé mais en même temps un peu bordélique. Donc faut que je retrouve où j'ai noté mon truc, mais voilà. Mais en général ça reste. Et si c'est un truc sur ce qui va m'arriver là, bah je le fais de toute façon. Donc des fois je le note pas, juste j'y vais quoi. Ouais. T'as parlé des codes que tu as pu repérer sur YouTube. Je trouve que c'est super intéressant. Est-ce que c'est des codes que tu essaies de respecter justement, ou au contraire tu rentres dedans et tu te dis je vais faire mon propre humour, ma propre originalité, et je casse les codes? Je mélange les deux, ouais. Okay. En fait j'utilise du coup les codes narratifs visuels que les gens connaissent maintenant, auxquels ils sont familiers. Un mec qui marche dans la rue en se filmant, avant ça n'avait aucun sens. Maintenant ça en a, donc du coup tu peux raconter ton histoire comme ça. Et du coup je mélange, je mets mon petit univers en utilisant les codes YouTube quoi. Mais après, des fois, je les casse petit à petit. Mais je pars toujours d'un postulat connu, un repère pour les gens, quoi. En fait, c'est ça, c'est quand tu fais des trucs un peu... Parce que je fais des trucs un peu quand même un peu absurdes, on va dire, pour vulgariser. Il faut prendre un peu les gens par la main, sinon c'est juste n'importe quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est toujours pratique d'avoir des cadres pour mettre des bêtises dedans. Des cadres familiers, parce que sinon c'est imbitable pour les gens et c'est pas agréable, quoi. Voilà. Est-ce que quand tu regardes tes vidéos que tu as fait depuis 10, 15, 20 ans, est-ce que tu sens que ton style a évolué? Et est-ce que tu as vu un peu des étapes dans ta carrière? Est-ce que tu as plus d'humour maintenant? Non, mais je sais un peu plus le genre de truc que je fais naturellement, quoi. Après, avant, je bossais pas tout seul. Quand j'étais en collectif, on était 3, donc c'était très différent. Puis on faisait du court-métrage et tout, donc c'était très différent. Après, je suis parti un peu écrire en télé. Du coup, là, j'ai un peu appris la rigueur parce que soudainement, c'est de la commande et j'ai aussi appris le plaisir justement d'avoir un cadre. Parce que je trouve que c'est au-delà du fait que quand tu fais des trucs absurdes, il faut que tu aies un cadre connu de tous parce que sinon, ils ont aucun repère. Vous me suivez, vous voyez ce que je veux dire? Et de la même manière, quand tu bosses en télé ou quand tu bosses pour des commandes, t'as un cadre en fait que tu dois respecter, dans lequel tu mets tes conneries, quoi. Mais ce cadre, il faut le respecter, sinon sinon on te dit partez monsieur, arrêtez d'écrire pour nous. Donc j'ai un peu appris cette rigueur-là et le fait que si tu fais ce qu'on te demande, tu peux y rajouter ta folie. Du moment qu'il y a ce qu'on te demande de base, tout le monde est content, quoi. Okay. Et du coup aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire sur YouTube en utilisant du coup les contraintes que j'ai qui sont je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, mais ça me fait un cadre. Ouais. Et du coup j'utilise ma vraie vie pour raconter mes petites histoires qui ont toujours... Je pense que les trucs que je racontais quand j'avais 6 ans, il y a le même ton que dans ce que je peux faire sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, quoi. Ouais, je comprends. Et je me suis juste professionnalisé. Enfin, j'ai juste appris un peu à quadriller ma folie, on va dire. Tu prends l'expérience au fur et à mesure. Ma folie, ça fait bizarre. Je vulgarise vraiment, j'utilise des mots auxquels je ne crois pas, mais ouais, voilà. Ok. Et une journée réussie pour toi, t'as passé un moment à écrire, un moment à tourner, un moment à... Qu'est-ce que c'est à la fin? Si t'es content, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as un cadre justement de tes journées? Non, t'as une liste de trucs à faire et puis tu fais les trucs du haut d'abord. Parce que tu vois, nous on a parlé notamment des écrivains dans ce podcast et il y en a un qui nous a dit de 8h30 à 12h30 tous les jours je suis sur mon bureau et j'écris. Est-ce que toi tu as un truc similaire où tu as des routines ou... Non, j'aimerais bien faire ça, ouais. Mais j'y arrive pas. Voilà. Trop compliqué.
Bah ouais, et Bah. puis en fait, si t'as pas vraiment d'ultimatum, tu peux toujours te laisser un peu. Enfin, je bosse un peu tout le temps, tu vois. Enfin, j'ai l'impression de bosser tout le temps, et j'ai l'impression de courir après le temps en permanence, ce qui est triste. Tu passes un peu à côté de ta vie quand tu fais ça. Mais merde, c'est quoi la question? Ouais, sur l'organisation, bah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me dire le lundi tu fais ça, ou tous les matins de telle heure à telle heure tu fais ça, mais je n'y arrive pas. Voilà. Parce qu'après, t'as toujours. Comme là, moi je bosse sur différents trucs, j'ai ma chaîne, je collabore sur. Enfin, je suis toujours un peu 2-3 trucs en même temps. Ce qui fait que tu te retrouves à bosser beaucoup, le soir, le week-end, enfin ça dépend des phases et tout, mais quand t'as des phases comme ça, bah, ce que tu fais, c'est ce que tu es obligé de faire tout de suite. Du coup, tu peux pas t'organiser comme ça, quoi. Quand juste écris ton roman et que voilà, bon bah c'est autre chose, quoi. Mais quand t'as des deadlines sur des trucs et tout, bah des fois tu te dis je vais m'organiser comme ça et puis ça pète dès que t'as une urgence, quoi. Ou dès que t'es à la bourre sur un truc, ou dès que... Donc non, moi je m'organise pas comme ça, mais j'aimerais bien. Ouais, c'est pas évident. Ça fait un peu rêver, ouais. Est-ce que tu as des moments de ta journée où tu te laisses un peu un appel d'air? Je sais qu'en discutant avec certaines personnes qui créent des choses diverses et variées, on se rend compte qu'il y a des moments pour je sais pas, faire du piano, il y en a un qui va faire du sport parce qu'il sait que globalement ça alimente les moments où ensuite il va avoir un peu je sais pas, cette énergie créative qui va lui permettre de dégommer et d'avancer, quoi. Est-ce que toi tu as ces moments-là aussi de boîte vide un peu? Pas trop, enfin ça dépend, mais techniquement, moi quand je m'y mets, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Et du coup, quand je suis dedans, je reste dedans, quoi. Que ce soit à l'écriture, que ce soit au montage, que ce soit quand j'arrive à être dans la transe tu sais, quand t'es vraiment dans ce que tu fais, là, je déroule et il y a des gens qui mangent ensemble, je reste devant mon ordi. Enfin voilà, je reste focus dans mon truc. Et là, du coup, je sors pas de ce truc-là. Après, les jours où t'es pas trop dedans, où je m'y mets pas et que je fais autre chose, j'essaie de pas culpabiliser en me disant que j'en ai besoin, de me nourrir et de calmer le jeu un peu pour remplir la boîte, pour voir des trucs, tu peux pas juste bosser tout le temps, sinon tu finis par faire tout le temps la même chose, quoi. Ah, c'est clair. Quand tu regardes ta carrière, à quoi est-ce que tu attribues le succès que tu as? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que du talent peut-être? Non, enfin, on a tous des aptitudes pour faire des trucs, mais après, oui, moi, le talent, le génie et tout, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, pour moi, j'y crois absolument pas. Mais c'est juste que j'ai toujours fait des trucs, donc forcément, tu progresses. Et après, tu peux avoir une vision à un moment donné, te dire ah putain, si je le prends sous cet axe-là. Enfin là, moi, quand j'ai créé ma chaîne, je l'ai fait parce que ça avait du sens, parce que j'avais super envie de le faire, mais aussi parce que je me suis dit il y a moyen que j'arrive à faire un truc correct et que ça prenne un peu et qu'après j'ai mon endroit et que ça soit pratique, et que ce soit cool et que ce soit... Mais quoi, merde, attends, c'est quoi que je voulais dire? C'était part de travail / talent. Ouais, voilà, bah il faut... Mais ouais, de toute façon, bosser, c'est... Ouais. Mais il faut surtout bosser pour... Enfin, c'est difficile d'anticiper sur ce qui va se passer, mais il faut surtout bosser pour se tromper, etc. Ouais. C'est ce que disent souvent les gens, quoi. Pour se tromper, pour apprendre. Forcément, faut pas avoir peur de... Mais c'est pas évident quand c'est en ton nom, quoi. Moi, j'ai mis vachement de temps à m'appeler Aurélien Prévost, par exemple. Avant, j'avais toujours besoin... Pseudo. Ouais, ou d'être en collectif, ou de... C'est difficile d'être je sois, quoi. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, t'es ton personnage public, c'est pas toi. T'y vas et tu fais tes trucs et puis ça va aller, quoi. Mais c'est particulier d'être... Enfin, je trouve ça plus pratique de se cacher derrière une entité ou derrière... Et finalement, t'as peut-être parfois... J'ai mis vachement de temps à me détendre avec ça. Je trouve que au moment où tu acceptes l'entièreté un peu de ta personnalité, tes imperfections aussi, c'est peut-être là où t'arrives... C'est finalement aussi ça, je trouve, qui va peut-être séduire les gens ou les attirer ou créer un lien encore plus avec eux. Parce qu'ils se disent, ce mec-là n'est pas parfait, il est comme il est, mais il a aussi beaucoup de choses que j'aime chez lui et il y a une audience qui se crée parce que... Les gens se disent de moi que je ne suis pas parfait, c'est ça que oui. tu... Ok, d'accord. Je pense. Non, mais c'est là pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es venu en retard à la fin. Ouais, c'est ça. Putain, c'est rare, ça m'arrive jamais en plus, putain, quel con. Aucun souci. Ouais. Moi, j'avais un truc. Est-ce que aujourd'hui, quand tu t'investis sur, donc, par exemple, ta chaîne en ce moment, ou d'autres projets avec Anis, Freddy ou autres, est-ce que tu penses long terme ou est-ce que tu essaies de planter des graines pour la suite, pour dans 2, 3 ans, 4 ans? Ou aujourd'hui, tu te dis, je me donne sur ça à fond et on va voir ce que ça donne après? Je fais un peu gaffe à ça, mais oui, je suis surtout dans ce que j'ai à faire là, quoi.
je me projette pas sur 10 ans. Bien sûr. Je me projette pas sur 10 ans, mais j'essaie de faire des trucs constructifs dans le sens où je me lancerai jamais dans un truc si je sais que je vais pas continuer. C'est pas évident d'avoir ce recul-là, mais tu vois souvent des gens qui lancent une chaîne ou qui lancent un concept ou un machin, et puis au final, ils en font un et puis c'est fini, quoi. Ce que je peux comprendre, ce que j'aurais pu faire plus jeune et tout, quoi. Mais aujourd'hui, je sais que si je me lance dans un truc, c'est que je sais que ça m'éclate et que je sais que je vais continuer, quoi. D'accord. Et donc ça, du coup, en ça, je fais un peu gaffe, je me projette par rapport à ça, sur le long terme, mais enfin sur le moyen terme, on va dire, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a une force qui se crée ou une impulsion qui se crée, par exemple, venant d'autres créateurs comme Anis et Freddy? Est-ce que ça te motive à aller vers l'avant? Tu leur donnes des retours, ils te donnent des retours? Ah ouais, bah nous on bosse vachement comme ça, quoi. Ouais. On se donne toujours nos avis sur tout ce qu'on fait, même quand c'est des trucs où il n'y a pas la tête des autres dedans, quoi. Okay. Bah c'est cool, ça. C'est clair. C'est cool. J'ai l'impression, en tout cas, de ma petite expérience simple, mais que quand tu t'entoures de personnes qui sont dans une même dynamique que toi, t'as aussi envie de faire les mêmes choses et d'aller vers l'avant parce que... ouais, et puis on se pousse au cul, on se dit « Ah mais ça c'est marrant, on continue, etc. Ouais. » quoi. Enfin moi, qui viens du court-métrage, qui ensuite j'ai un petit peu été scénariste télé, enfin j'ai surtout bossé 8 ans au McDo, moi c'est ça qu'il faut pour les coulisses, c'est ça quand même qu'il faut, en mi-temps. Hein. Qu'est-ce que t'as appris de ça? Au McDo? Ouais. Que je préférais bosser au McDo que pour la télé par exemple. Okay. Enfin ça dépend de où, hein. Mais c'est pour vulgariser, comme ça fait une phrase un peu choc. Ouais. J'étais scénariste, mais ça consistait surtout à être tout seul chez moi et des fois avoir la prod et à bien me rendre compte qu'on se comprenait pas, qu'on s'amusait pas, que c'était pas créatif et que j'avais l'impression de bosser malgré eux et pas avec eux, quoi. Alors qu'au McDo, mes collègues étaient super, je m'éclatais avec les clients. Moi je suis un peu bizarre parce que je sais qu'en général c'est censé être un cauchemar. Ouais, moi j'ai adoré bosser au McDo, je me suis éclaté là-bas et quand j'étais scénariste télé, j'ai pas lâché mon taf au McDo. Parce que je voulais pas être obligé de bosser pour eux, pour l'audiovisuel, si c'était un truc qui me plaisait pas. D'accord. Je préférais pas être coincé, quoi. Donc je suis quand même resté au McDo, alors qu'à côté, bon ils le savaient pas, hein, mais que les mecs de la boîte de prod, que j'étais au McDo à côté. Mais moi je faisais ça en même temps et je préférais, et c'était ma récréation du coup quand j'allais au McDo. Quoi, tu vois. Donc là, c'est absurde. Là t'as arrêté, ça veut dire que tu t'éclates à fond donc, du coup. J'ai arrêté les tafs alimentaires depuis quelques années, ça fait pas si longtemps mais depuis quelques années. Okay. Bah faut pouvoir se le permettre, quoi. C'est pas évident, quoi. Ouais. Puis là je suis intermittent donc j'ai pu me permettre grâce à ça de m'investir sur ma chaîne et de faire des vidéos sur ma chaîne parce que ça commence un peu à me rapporter de l'argent mais pendant 2 ans ça m'en a pas du tout rapporté donc il faut pouvoir se le permettre. Donc c'est un truc de vase communicant, c'est un truc d'équilibre global où il faut un peu gérer le truc. Et qu'est-ce que tu me disais de base, pardon pourquoi je suis parti là-dessus? Non, c'est moi qui rebondis sur ça. Sur le fait de... Attends, si télé, truc, machin... Ouais, est-ce que tu pensais sur le long terme, est-ce que tu plantais des graines? Est-ce que je plantais des graines? Non, les autres qui te donnent envie de faire des trucs comme ça, voilà. Et j'étais... donc je faisais toujours... J'étais un peu... Quand je suis arrivé chez Golden Moustache, c'était il y a 4-5 ans, je crois. La première année, on gagnait pas d'argent, on était ce qui s'appelle le lab. Donc tu gagnes pas d'argent, mais t'es là-bas pour rencontrer des gens, pour apprendre, pour essayer de monter dans la boîte. Et donc j'étais encore serveur à côté. Et c'est à ce moment donné aussi, voilà, c'est pas ça que je voulais raconter, voilà. C'était que moi j'étais à l'ancienne, donc je faisais du court-métrage. Ensuite, quand j'étais en télé, ça a fini par un peu me saouler parce que j'étais jamais content du résultat. J'exagère, mais en général, j'étais pas très content du résultat de ce que j'avais écrit. C'est pas moi qui le mettais en scène, donc ça me saoulait. Donc je suis retourné sur Internet pour me dire, si j'arrive à bosser sur Internet, je pourrais sûrement réaliser mes trucs. Donc, mais sauf que je suis reparti sur Dailymotion. Parce que moi je suis un peu bizarre, mais au début j'avais peur qu'on pense que je voulais buzzer sur YouTube, tu vois, que je voulais être un youtubeur, parce qu'aujourd'hui je suis youtubeur, mais à l'époque c'était hors de question, quoi. Donc je suis retourné sur Dailymotion, comme ça voulait bien dire je ne suis pas là pour avoir du succès, je suis juste là pour montrer ce que je sais faire. C'était avec Grippin TV? Grippin TV, exactement. Encore une fois, ça s'est pas appelé Aurélien Prévost, tu vois, ça s'est appelé Grippin TV. Et tu sais, en préparant l'interview, il y a un truc que je me suis demandé, c'est j'ai l'impression que t'as eu plein de petits microcosmes. Une première chaîne sur Dailymotion, une deuxième sur Dailymotion, le lab, multiprise, ensuite maintenant ta chaîne YouTube, et je me suis dit, je me suis demandé pourquoi t'avais accès exactement dans ce sens-là, plutôt que de te dire, alors Dailymotion YouTube je comprends, mais c'est vrai que tu peux te dire pourquoi t'as pas investi directement sur un truc qui aujourd'hui pourrait être plus grand parce que t'aurais commencé plus tôt. Plus grand, ma chaîne ou autre chose, ta chaîne, ma chaîne au début j'avais pas, je pense, le savoir-faire pour le faire, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Ouais.
Et du coup, je serais jamais parti là-dedans, j'avais même pas envie en fait. Mais ça, en fait, ça s'est fait tout seul. C'est que justement, en arrivant, quand tu parles des autres qui te donnent envie, etc., etc., moi, quand je suis arrivé à Golden Moustache, j'étais le seul qui ne venait pas de Vine. J'ai été recruté en même temps que 4 autres, qui étaient le Pérave Luciol, Freddy Anis. Donc très bons, les recruteurs, Tomino et Nicolas Deparcy ont été très très forts, parce que c'est que des gars de talent, enfin, à part moi. Et ils venaient tous de Vine, et sauf moi qui venais de Dailymotion avec mon grille-pain TV. Donc j'étais clairement le papy. Ils étaient tous ils venaient tous de Vine, ils faisaient tous, Vine c'était déjà fini, mais ils faisaient tous des stories sur Snap, tu vois. Ouais. Et moi j'étais là en mode, c'est quoi, de quoi vous parlez en début de réu à chaque fois, de la story de qui, de hier, de quoi. Et ils m'ont montré un peu et tout, et j'ai trop kiffé. Et en fait ça ressemblait à ce que je faisais avec ma caméra il y a 1000 ans. Et sur Snap, j'ai commencé à faire ce qu'aujourd'hui je fais sur YouTube, c'est-à-dire utiliser les trucs de mon quotidien et les fictionner, quoi, tu vois. Partir d'un truc vrai et le développer en absurde, etc. Et c'est en faisant des stories, moi, que j'ai trouvé mon personnage, entre guillemets, Aurélien Prévost, que je me suis mis à être à l'aise avec le face cam et avec le fait d'être moi-même dans des vidéos. Et c'est au bout de 1 an ou 2 de stories que les gens me disaient, mais fais des best-of sur YouTube et tout. Je disais, bah non, mais sinon, bah. Et Freddy me disait, mais fais ta chaîne directement. Je crois que c'est Freddy qui m'a chauffé sur ça. Parce qu'il avait toujours une petite caméra, il vloguait, mais sauf qu'il montait pas les vidéos, mais il le faisait. Et qui m'a chauffé en mode, allez, vas-y. Et du coup, je suis parti là-dedans. Mais tu vois, c'est des rencontres et c'est des hasards. Et du coup, j'ai pu j'ai pu utiliser tout mon savoir-faire d'auteur pour écrire des vidéos qui ont l'air improvisées, en gros, quoi. Comment est-ce que tu progresses, à la fois en tant qu'auteur, en tant que youtubeur? Est-ce que tu y réfléchis? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que tu te dis, là, je vais essayer de passer à un niveau supérieur? Est-ce que tu te dis, là, je vais faire un truc que je sais pas faire pour essayer d'apprendre un nouveau truc? Ou est-ce que c'est plus ce que tu disais, un peu les rencontres? Non, je me dis pas, je vais aller sur de l'inconnu. J'essaie de pas répéter les mêmes trucs. Parce que si tu fais pas gaffe, à 2 ans d'intervalle, je pourrais sortir à peu près la même vidéo sans me rendre compte, tu sais, parce que c'est toujours un peu les mêmes trucs, les mêmes genres de narration qui te font marrer, quoi. Mais je me lance pas ce genre de défi. Je fais même gaffe sur ma chaîne à pas trop monter en ambition, parce que je sais qu'après je me connais et je sais que si c'est trop compliqué à faire, je vais arrêter. Donc mon but c'est que ça reste très simple à faire, et je foire, hein, parce que plus ça va, plus mes vidéos me demandent un taf de taré, un taf de montage, un taf de truc, un taf de regard. Mais j'essaie de faire en sorte que ce soit simple, parce que je sais que j'ai plus l'énergie dont je vous parlais au début pour faire des courts-métrages et partir en Normandie pour faire un plan. Et enfin, comme les trucs de fou qu'on faisait, j'étais un peu le mec qui organisait techniquement tout ça. Donc j'avais des milliards de sacs, de costumes, de trucs et tout. Je kiffais, hein. Mais j'ai plus du tout cette énergie-là, j'ai tout donné, j'en peux plus. Donc maintenant je veux que ce soit facile, et je sais que si c'est compliqué, je vais arrêter. C'est aussi pour ça que j'étais chez Golden Moustache, parce que maintenant je suis vieux et j'ai besoin de gens pour porter les trucs, quoi. En gros. Et ton énergie, du coup, aujourd'hui, tu la trouves dans quoi? Bah, j'ai dans l'énergie YouTube. En plus là t'as Freddy Anis qui font de plus en plus de vidéos, donc il y a une énergie commune qui est cool. Ouais. Et après en fait je fais des vidéos parce que j'arrive pas à ne pas le faire. Tu vois, je me dis, ah putain, je vais à un concert de punk rock avec un pote d'enfance. Au dernier moment je me dis, mais il faut que je tourne un truc, et ça m'excite et truc et machin, et bim, et voilà. Ce qui fait que je me retrouve là je me suis un peu calmé, mais des fois l'année dernière, enfin cette année là, je me retrouvais avec 6 vidéos à monter, tu sais. Tu tournes, mais tourner ça va vite, monter c'est long. Ouais. Et au bout d'un moment, je crois que je me disais, au bout de 5 d'avance, arrête, parce que tu vas mourir, quoi. Ouais. Et du coup là je me suis un peu calmé, mais c'est le moteur sur ma chaîne, c'est l'envie, j'en suis encore là, tu vois. Et là je commence à bosser avec des marques, donc là ma petite peur c'est que ça casse la magie du truc. Parce que soudainement c'est moins frais et tout, mais après j'ai avec le temps accumulé un peu l'expérience pour savoir parler avec les marques, et pour savoir si je leur propose une idée et qu'ils me disent ça c'est bien mais ça on aime moins, on voudrait qu'il y ait un truc un peu comme ça, et bah là je vais pouvoir leur donner ce qu'ils veulent, mais en y rajoutant un truc complètement fou qu'ils auraient jamais validé dans la première version. C'est ça la clé, hein, de tout quand tu bosses avec quand tu sais de la commande, ou quand tu bosses avec des marques, ou quand tu bosses avec des clients, ou quand tu bosses avec des prods, c'est d'arriver à leur donner une V2 avec ce qu'ils veulent, mais quand tu vas dans leur sens, tu rajoutes des trucs tarés que t'aurais peut-être pas réussi à faire passer dans ta V1, mais que là ils passeront parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, je pense que c'est vraiment une des clés. Quand j'étais en télé, c'est mon frère qui m'a dit, mais mec, c'est ça qu'il faut faire, et j'ai fait, ah mais grave. Du coup maintenant que j'arrive à faire ça, ça fait que je prends plaisir à bosser avec les marques, parce que du coup c'est compliqué à faire, mais je ferai pas de concessions, et je sais que si le truc sort, c'est que je suis content, quoi, tu vois. Et c'est fatigant, hein. C'est hyper important, parce que t'as derrière des gens qui te suivent, et il y a toujours cette ambiguïté un petit peu entre ce qu'il faut faire, à quel moment tu décides de pas monétiser, mais
Si, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai mis du temps à monétiser moi, l'audience. parce que je voulais pas que les gens ils disent ils monétisent, alors qu'en fait tout le monde s'en fout, tout le Ça, monde monétise, c'est- personne c'est- se rend. tout le monde le fait. En fait, tu te rends pas compte quand quelqu'un ne monétise pas, de toute façon, donc Ouais. autant y aller quoi. Ouais, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'en tant que créateur, à partir du moment où tu fais un boulot sur lequel tu investis énormément d'énergie, c'est normal que tu puisses avoir d'une manière ou d'une autre un salaire juste, quoi. Bah, j'aimerais bien que ma chaîne YouTube me permette de gagner ma vie. C'est pas le cas encore. Hein. Ouais. Là, je commence à bosser, mais ça reste très précaire et aléatoire encore pour l'instant. Ouais. Mais j'aimerais bien et je pense que je peux proposer un truc qui plaira aux gens. Après, il y a toujours ceux qui seront déçus. Mais ça, c'est pas, je vais pas leur expliquer, je vais pas essayer de leur faire changer d'avis. C'est con, mais voilà, faut bien pouvoir en vivre, quoi. C'est clair. Est-ce que il y a des moments où tu doutes de ce que tu fais? Bon, oui, il y a des jours où tu te. Moi, je suis plutôt stable dans la vie, c'est-à-dire que je suis jamais hyper enthousiaste et je suis jamais tout au fond du trou. Ouais. Donc, avantage, inconvénient, voilà. Mais il y a des jours où tu te fais et puis tu te dis ça va passer. Je vais regarder le grand détournement et puis ça me met de bonne humeur et puis voilà quoi. Et il y a eu des échecs par exemple qui t'ont fait un peu remettre en cause ta carrière ou des événements comme ça? Quand mon premier collectif de cœur, les gars en t-shirt, on n'a pas transformé l'essai professionnellement. Et ça sera mon regret de toute ma vie, quoi. Donc là, à ce moment donné-là, ça a été compliqué parce que quand t'arrêtes, j'ai mis du temps aussi à revenir, à refaire des vidéos parce que j'avais plus envie, quoi. Pour ça, je suis parti écrire en télé et tout, puis après l'envie est revenue doucement, naturellement, quoi, tu vois. Mais dans ces moments-là, bah oui, nous, quand on a arrêté, quoi, c'est des moments où là, tu sais pas quoi, où tu doutes et tout ça quoi. Mais là ça va, j'ai la chance d'avoir pas le temps en fait de douter, pas le temps parce que depuis que je suis arrivé à Golden tout s'enchaîne un peu logiquement et t'as toujours quand t'as des projets et tout ça. T'es en mouvement donc. Bah c'est ça, quand tu es tout le temps en train de faire des trucs, du coup t'as pas trop le temps de te poser la question. C'est assez pratique. Et ça moi aussi j'aime beaucoup parce que une des raisons pour lesquelles j'avais du mal à me dire je vais me lancer en tant que moi-même, en tant qu'Aurélien Prévost, c'est parce que soudainement c'est toi, tu sais. Donc les commentaires, les machins, les trucs, c'est toi, tu sais, c'est pas. Alors qu'en vrai c'est pas moi, mais techniquement c'est toi qu'on attaque directement. Et du coup si t'es trop sur, moi de base ma théorie c'est que les commentaires on s'en fout. C'est important, tu vois, mais que faut pas que ça prenne trop de place parce que je vois trop de gens qui se prennent la tête là-dessus, alors que moi qui ai des amis qui ne sont pas du tout dans le milieu, mes amis d'enfance et tout machin, je sais bien qu'ils ont jamais été lire un commentaire, ils ont jamais posté un commentaire, et que du coup c'est vraiment une catégorie de gens. Mais c'est des gens c'est mon public, tu vois, c'est les gens qui sont motivés, donc je dis pas que je m'en fous, mais je dis juste que, encore une fois, j'essaye de pas trop prendre bien quand on me dit que je suis un génie, pour pas prendre mal quand on me dit que je suis une merde, tu vois. J'essaie de rester tranquille. Attends, qu'est-ce que tu disais? Putain, merde, je perds le fil, je parle trop. Non, je disais, est-ce que tu. T'inquiète, on aime bien, nous. Je trouve Non, ça, mais c'est génial. c'est l'intérêt, je trouve, d'un podcast, c'est de pouvoir Divaguer. librement. Mais attends, je voulais dire un truc, je sais plus. Non, la question c'était Me lancer en tant des que échecs moi, qui des t'ont un peu échecs, des remis en trucs. compte. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, voilà. Là, l'avantage, c'est que du coup, là, c'est cool. Là, j'ai pas de vidéo à monter sur ma chaîne. Donc là, je suis censé être en vacances, mais j'y arrive pas, je bosse quand même. Ouais. Mais j'ai pas de montage en cours. Et le truc, c'est que quand t'as une chaîne YouTube, dès que t'es pas en train de monter, ça veut dire que t'es en train de perdre du temps sur ton montage. C'est-à-dire que t'es censé monter tout le temps quand t'es youtubeur et que tu montes tes vidéos et que t'es censé sortir quand même souvent des trucs. Bah, si tu fais autre chose, c'est que tu te fous dans la merde sur ta sortie, tu vois. Bref. Et ce qui fait que, voilà, quand t'es dans ce mood-là, t'as pas le temps de mal vivre une vidéo qui marche moins bien qu'une autre ou quoi, parce que t'es déjà dans la suivante en fait. C'est ce que disaient les mecs de Bref. Ils se sont pas rendus compte du succès parce qu'ils avaient du taf en fait. Quand t'es en train de bosser, bah c'est cool parce que tu sais qu'il y a ça derrière, mais tu peux pas ni prendre le temps ni prendre la grosse tête, ni bader dans ton lit et te dire je suis qu'une merde parce que t'as autre chose à faire en fait. Et ça c'est cool. Mais c'est un luxe de pouvoir. Enfin moi quand j'ai commencé à refuser des projets, ça fait bizarre. Parce que j'ai bossé 8 ans au McDo, tu vois, donc quand j'avais des propositions de taf, j'y allais quoi. Ouais. Je le faisais et je refusais pas des trucs quoi. Et du coup, quand tu fais ça, ou même quand je faisais Grille-Pain TV, bah, c'était des périodes pas évidentes, qui sont le cas de beaucoup de créateurs sur YouTube, ou c'était sur Dailymotion, mais aujourd'hui c'est évidemment sur YouTube, qui se donnent, qui font des vidéos et tout, et que ça marche pas. Parce que moi, Grille-Pain TV, ça marchait pas. Ça marchait pas, je faisais 1000 vues, tu vois. Alors, enfin, tu vois, j'étais payé en télé, je pars sur Dailymotion pour aller faire des vidéos, machin. Mais après, j'ai aussi compris un peu ce truc-là à ce moment-là, c'est que je faisais des vidéos qui n'étaient pas incarnées. C'était pas, les gens savaient, c'était des parodies de format, ou c'était du détournement, ou c'était
Mais c'était pas. Là, ce que les gens aiment bien sur YouTube, c'est quand ils ont l'impression de connaître le gars et que le gars est naturel. Et qu'il dit salut, bienvenue chez moi, quoi. Tu vois. Enfin, pas forcément chez moi, mais bienvenue dans mon univers. Ouais. Quoi. Et ce truc-là de Grille-Pain TV, c'était une période pas évidente parce que j'abordais ça avec beaucoup de sérieux. Genre, je me disais, allez, faut que j'ai 8 vidéos d'avance, j'en tirais une par semaine, et nanani, et nanana. Mais en sachant que je cultivais, j'espérais avoir à un moment donné un coup de chance, tu vois. Mais j'espérais plus que quelqu'un du milieu allait voir le truc, que la chaîne allait prendre et avoir du succès, quoi, tu vois. Donc c'est plus ça, je pense, pour les gens qui, si tu te dis, à un moment donné, il faut que je cultive ma chance. Là, je parle beaucoup des mecs de Bref, je crois que j'ai écouté beaucoup de podcasts avec eux. C'est Navo qui dit ça, je crois. Ouais, Cultive ta chance, quoi. Tu dis à un moment donné, il suffit de un mec qui voit un truc à un moment et que c'est ça qui peut te faire commencer ta carrière, entre guillemets, quoi. Mais pour que ce mec la voit, il faut que tu sois bon et qu'avant t'aies fait 10 Voilà. ans, 15 ans de trucs moyens. Après, il y en a qui sont très forts tout de suite, tu vois. Mister V, c'est fou. Après, il a fait Non, énormément il a de fait, vidéos ouais. avant de percer vraiment. Mais voilà, il y a des mecs qui ont ça comme ça et puis c'est parti, quoi. T'y crois à ce truc-là? Des mecs faire ça comme ça? En fait, c'est qu'ils ont commencé très tôt, quoi. Si Oui, tu c'est commences ça. tout le temps, je bossais sur Quotidien avec mon poteau Panayotis Pasco, et c'est fou, quoi. Il était, le mec, à la base, il est arrivé au petit journal, il avait 17 ans, tu vois. Mais depuis qu'il avait 13 piges, il faisait ça, il était dans ce mode-là, etc., etc. Mais après, il faut quand même être tout de suite à l'aise avec qui t'es et avoir ton ton, quoi. Je pense qu'il faut trouver ton. Tu vois, là, moi, aujourd'hui, je m'éclate à me mettre en scène. Mais après, j'ai pas envie d'être comédien de cinéma, je vais pas aller passer des castings, c'est quand même un autre game, quoi, tu vois. Les mecs qui trouvent tout de suite leur clone très jeune et qui s'éclatent à le faire, bah ouais, je comprends que ça puisse démarrer jeune. Mais après, oui, je pense que c'est mieux d'avoir un gros savoir-faire. Enfin, moi, je le vois bien, j'ai acquéri un certain savoir-faire qui fait que quand je bosse avec des jeunes, je peux les aiguiller un peu. Après, c'est sûr, c'est que je suis le mec chiant, qui rappelle qu'il y a une structure, que ça sort trop du cadre, que je suis un peu le mec chiant en réunion d'écriture, quoi. Quand les gens partent dans tous les sens et tu dis mais faut respecter le cadre, faut respecter les personnages, faut respecter tout ça, quoi. Je suis le vieux expérimenté mais chiant, quoi. Ça fait du bien aussi, parfois. Ouais, il en faut des mecs chiants. Et je rebondis sur un truc que tu as dit, sur l'importance aujourd'hui sur YouTube, par exemple, d'être naturel. Est-ce que toi, tu t'appliques à être tout le temps toi-même, ou est-ce que t'as aussi un personnage Aurélien Prévost? J'ai un personnage, ouais, je suis pas moi-même. Ouais. Ouais. Je me dis pas que je suis moi-même, quoi, mais D'accord. il y a de moi dedans. Ouais. Mais c'est un savant mélange, quoi, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, je sais que ce qui est agréable, c'est sur YouTube en tout cas, quoi, que c'est agréable quand t'as une proximité avec le gars. Ouais. Quand je vois des mecs très marrants mais qui font trop de trucs un peu trolls, trop absurdes et tout, je me dis si c'est ça qu'ils ont envie de faire, tant mieux. Mais s'ils espèrent avoir plus de succès, faut qu'il y ait un peu plus de eux dedans, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que tu peux faire des trucs. Moi, il y a des vidéos à moi, si tu regardes, c'est vraiment n'importe quoi, mais ça se voit pas trop. Tu vois, je pense que tu peux vraiment partir dans l'absurde ou dans des trucs assez originaux, mais au final, un autre mec ferait la même chose que moi, ça aurait l'air d'être complètement barré, alors que moi, ça se voit un peu moins, parce que j'essaye d'accompagner le truc, d'accompagner les gens là-dedans tranquillement, quoi. Ça se ressent. Mais c'est dur à faire. Ça se sent. Mais j'adore le faire. Tu t'es essayé à d'autres disciplines que YouTube? T'as fait un peu de la BD ou... Un peu gamin, je faisais de la BD, ouais. C'est le Et- premier truc que tu fais, quoi. Est-ce que c'est une envie que t'as ou t'as envie vraiment de te cantonner à YouTube? Non, moi là, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de faire une série, tu vois, ce genre de truc, quoi. Enfin, écrire, réaliser une série, c'est plutôt ça l'étape d'après. Parce qu'en fait, là, moi, c'est ça. Mon problème avec YouTube, c'est que ça me prend trop de temps et que ça m'amuse. Du coup, je le fais beaucoup. Alors que techniquement, je suis aussi censé couper mon temps en deux, et que l'autre partie de mon temps, c'est écrire de la fiction, tu vois. Ce que je fais, hein, mais pas assez, quoi. Ou je le fais là, mais sur des projets que je vais pas réaliser, donc je vais avoir la même frustration que j'avais à l'époque en télé. Et du coup, là, voilà, c'est ça que je suis censé faire. Donc moi, parce qu'en fait, YouTube, je sais que là, ça m'éclate, mais je veux pas être youtubeur toute ma vie, parce que je pense qu'à un moment donné, ça va me saouler, je pense qu'à un moment donné, ça va plus marcher, déjà. J'ai soufflé, ouais. Voilà. Ouais. Et que du coup, faut pas mettre toutes tes œufs dans le même Ouais. panier. Bien sûr. Et je sais qu'à un moment donné, je sais que j'adore aussi écrire des histoires et diriger des comédiens et gérer parce que ça se voit moins, mais je fais aussi un peu ça quand je prends le temps de le faire, sur Golden Moustache surtout, où j'ai sorti quelques sketchs à la réal aussi, quoi. Et ça m'éclate. Mais voilà, ça prend du temps Et ce moment où tu aimerais faire plus de ça, ou plus de scénarios, ou des séries comme tu disais, tu penses que c'est toi qui vas le décider? Tu vas te dire à un moment, bon là, j'ai eu ma dose sur YouTube, et j'ai envie de faire non, autre chose? faut que je le fasse en même temps. D'accord. Et je sais que quand ces projets-là à côté vont grossir,
Et j'espère, en tout cas c'est ce que je me dis quand je réfléchis à moyen terme, et qu'il y a forcément un moment donné où j'aurai plus le temps de faire autant de vidéos sur YouTube, même si j'en fais pas énormément, mais j'ai mon max. Et je sais qu'à un moment donné, voilà, je vais forcément réduire le rythme naturellement, mais je sais que ce qui me plaît, c'est que je sais que j'aurai un endroit où les gens attendront de mes nouvelles, entre guillemets, et que même si je sors une vidéo de temps en temps, il y a plein de gens qui auront oublié qui je suis, ou qui seront désabonnés, ou qui seront barrés, qui s'en foutront, mais je sais que j'aurai une base de gens, un endroit pour dire salut, pour parler avec mon public, entre guillemets, quoi. Et que je pourrais aussi les tenir au courant de ce que je fais là-dessus, parce que j'utilise aussi un peu le dernier gros sketch que j'ai réalisé là, sur Golden Moustache, qui s'appelle La vie cachée des héros de série. Et j'ai tourné une vidéo, un vlog sur le tournage de ce truc-là pour ma chaîne. Un truc fictionné qui se passe sur le plateau, parce que je sais aussi que j'ai envie sur ma chaîne que ça me serve aussi un peu de vitrine, entre guillemets, tu vois, de dire aux gens je fais aussi ça, parce que sinon faut qu'on sache un peu qui t'es, quoi, tu vois. Et du coup c'est ça que je fais à côté, donc j'essaye toujours aussi de dire hey, je fais aussi ça. Et je sais qu'à terme j'utiliserai peut-être ma chaîne d'une autre manière, mais si un jour je suis sur un gros projet et qu'en parallèle je veux faire des vidéos YouTube que je tourne sur ce gros projet pour en parler ou pour le détourner d'une autre manière, ou c'est trop bien d'avoir un endroit comme ça où il y a des gens qui disent ah qu'est-ce qu'il a sorti, c'est trop bien, quoi, c'est sûr, trop bien. Donc je voulais avoir un endroit, donc je l'ai, je suis content. Et est-ce que dans ton histoire, dans la façon dont t'en parles, est-ce que tu te sens aujourd'hui après Les Gars en T-shirt, après Grille-Pain TV, Multiprise qui était accompagné par Golden Moustache, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens un peu soulagé ou tu vois un peu l'avenir un peu plus serein en ayant ta propre chaîne, ton propre atout un peu que tu as développé ou sur lequel tu peux compter sans dépendre, tu vois que ça marche et que c'est porteur de plein de bonnes choses pour la suite, quoi. C'est ton audience, quoi. J'ai jamais été inquiet. Après, un petit peu en vrai, c'est sûr, parce qu'en fait, en soi, c'est juste là, tu prends de l'âge et tout, et tu te dis machin. Enfin, moi, j'avais 30 ans, j'étais au McDo, et je me disais, je suis au McDo en mi-temps. J'étais équipier, hein, j'étais pas manager ou je sais pas quoi, au bout de 8 ans, parce que je voulais pas, en fait. Je m'éclatais à mon poste et tout ça, et je me suis rendu compte que si je faisais rien, enfin que je pouvais y rester, en fait, que je pouvais rester comme ça, mais à un moment donné je me suis dit mais mec, t'as 30 piges, quand t'auras 45 ans à ton mi-temps au McDo et que t'auras toujours pas de thunes et que t'auras 45 ans, tu vas te dire attends quoi. Donc je me suis forcé à partir du McDo pour me foutre en situation de allez bouge-toi, quoi, parce que je faisais Grille-Pain TV, je faisais des trucs et tout, mais j'avais pas d'urgence parce que je me suis jamais mis la pression, parce que dans la création si tu fous la pression tu fais n'importe quoi, en fait, donc tu peux pas vraiment après des fois t'es obligé, hein, mais en soi, j'essaye de ne jamais me mettre la pression parce que c'est pas un bon moteur. Enfin, une petite pression saine, mais pas en mode je vais mourir, faut absolument que ça marche, sinon je vais crever. Bah non, ça c'est compliqué. Ce qui fait que voilà, mais je me suis quand même viré pour me foutre un coup de pied au cul. Et là, je réfléchis quand même toujours à me dire bon, si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. Enfin, en fait, j'ai eu assez de chance parce que je me suis dit fais Grille-Pain TV. Avec un peu de chance, tu vas te faire remarquer et tu vas rentrer au lab de Golden Moustache. C'est ce qui s'est arrivé. C'est arrivé 1 an après ce que j'aurais voulu. Parce que la première année, je n'y étais pas. La première année qui était chapeautée par Flaubert, qui aujourd'hui est un pote qui à l'époque ne me connaissait pas. J'étais pas dans ce crew-là, mais 1 an plus tard, je suis rentré. Là-bas, j'ai montré que je pouvais réaliser des trucs. Du coup, après, j'ai pu les réaliser avec mes potos de Multiprise. Enfin, au lab, j'ai rencontré les gars. Je me suis dit, on va monter une chaîne ensemble, comme ça on va délirer, et puis comme ça on va montrer qu'on sait faire des trucs, mais aussi je vais montrer moi que je sais faire des trucs. Donc tu vois, j'ai eu de la chance, tout s'est enchaîné assez bien, quoi. Cette chaîne plus les stories qui m'ont donné envie, Multiprise plus les stories qui m'ont donné envie de créer ma chaîne, mais que j'ai créé avant la fin de Multiprise pour anticiper, justement pour pas avoir rien à faire quand ça se termine. Donc ouais, en fait j'anticipe un peu, et j'ai eu de la chance ces dernières années, mais ça marche toujours à l'envie, je peux pas anticiper si c'est un truc que je vais pas avoir envie de faire, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui je sais que dans le milieu, même si je suis pas méga connu et tout ça, ce qui me va très bien parce que je peux faire mes courses et tout, je sais que dans le milieu on sait un peu qui je suis, je sait que je sais faire des trucs et que du coup ça peut me permettre de bosser, quoi. Je sais qu'avant, si je m'étais dit putain je vais écrire une série et tout, c'est mort. Si personne s'est quitté, à moins que tu sois un scénariste de fou et qu'on puisse se projeter dans ton scénar et tout, mais j'y crois pas. Moi, quand si on envoie un texte et que c'est un mec que je connais pas sur les réseaux, bah tu sais c'est un humain, quoi. Tu sais pas qui c'est le gars, tu sais Bien sûr. Tu vas pas le lire, quoi, parce que c'est pas possible, en fait. Il y a pas d'accroche, quoi. Ce qui fait que aujourd'hui, ce qui est pratique, je suis moins inquiet en tout cas, si je l'ai jamais été vraiment. Mais en tout cas, je suis rassuré, je suis content parce que je sais que si je me dis bon, faut que je me motive à essayer d'écrire une série, je sais que même si je vais peut-être pas arriver à la faire, qu'il y a des gens qui vont se dire
il veut faire une série, ça peut être intéressant, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui est bien, en fait. T'as une logique un peu aussi de marque personnelle. Bah ouais, c'est ça. T'as développé quelque chose. C'est ça. Ouais, je me connais pour ça et aujourd'hui on sait que t'es un gars sûr un peu. Voilà, je me suis détendu sur le fait d'être mon propre représentant et de bosser en tant qu'Aurélien Prévost et pas en tant que les gars en t-shirt, multiprise, grille.tv. Et du coup, mais aussi parce que je me suis dit, bon bah au moins tu seras un gars et tu seras... Parce que j'ai un peu l'impression que aujourd'hui avec YouTube et tout, c'est plus simple si on sait qui t'es, quoi. Si t'es juste un auteur, même si t'es hyper talentueux, c'est pas évident d'exister. Et c'est vrai qu'avec les réseaux et tout, c'est cool d'être un gars, quoi, entre guillemets, un gars à mon échelle, hein, mais d'être un gars du game, c'est assez confortable, quoi. Moi, par exemple, la catchphrase que j'ai dû inventer pour répondre simplement à la question qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, moi j'aimerais bien être un réalisateur, mais suffisamment connu pour être invité au Burger Quiz. Voilà, c'est ma formule. J'aime bien être une personnalité publique, mais je veux pas être une star et je veux pas être comédien parce que je préfère diriger des mecs que je trouve beaucoup plus marrants que moi. Moi, je m'amuse sur un plateau, mais je m'amuse que si je connais les gens, quoi. Si je connais pas les gens, je suis pas dans mon élément, donc du coup, à partir de là, il faut pas être comédien, quoi. Ça pourrait être une bonne idée. Du coup, voilà, j'ai développé mon image pour pouvoir ensuite pouvoir chapeauter des projets et kiffer, quoi. C'est qui les mecs qui t'inspirent? Bah de base, moi, je suis team les nuls. Donc de base, ça on le sent, hein. C'est tout, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah cool. Je suis très les nuls, donc c'est Chabat, quoi, de base à fond, quoi. C'est à fond. Voilà. Très bien. Pour dire Très clair. pour dire les choses simplement. Question un peu compliquée. Est-ce que dans quelques années, ou après quand tu auras pris ta retraite, tu t'éloigneras de tout ça, est-ce qu'il y a une trace que tu aimerais laisser? Un truc où tu te dis, bah ça je suis content que ce soit arrivé grâce à moi? Attends, j'ai décroché parce que je réfléchissais aux autres gars qui m'inspiraient. Est-ce que tu peux refaire ta question? Je l'ai refait. Je disais, peut-être un jour quand tu prendras ta retraite et que tu repenseras à tout ça, est-ce qu'il y a une trace que tu as envie de laisser, quelque chose où tu te dis, les gens vont se dire, ou toi tu vas te dire, ah ça je suis content que ce soit arrivé, je suis content que j'ai pu laisser ça? Bah ouais, mais c'est pas mon but en soi. Mais c'est sûr que quand tu fais les mecs qui ont sorti les grosses comédies populaires, enfin quand t'es à la base de la Cité de la Peur ou de Mission Cléopâtre ou tu vois ces trucs là, c'est fou, quoi. Parce que tu laisses un truc, les mecs qui touchent comme ça, ou même encore bref, encore une fois, quoi. Tu sais que techniquement, c'est un truc qui va rester, quoi. Et toi, ce que tu cherches à travers ça, c'est faire rire les gens, c'est inspirer, transmettre quelque chose? Bah moi, j'essaie d'avoir un état d'esprit, j'ai même pas besoin d'essayer, c'est naturel. Ça fait un peu, mais de faire toujours un truc qui est très bon esprit, qui est très bienveillant, qui est très... je suis jamais dans le jugement ou ou un vanner, tu vois, je suis pas là-dedans, donc j'essaie d'avoir un truc assez positif de base parce que c'est ça qui me plaît, donc forcément c'est ça que j'ai envie de faire, donc j'aime à croire que ça puisse donner envie d'aller dans ce sens-là, la bienveillance, quoi. Mais après je fais pas un truc en me disant en fait j'essaie juste de me dire moi ça me fait triper, je pense que je suis peut-être pas le seul, quoi, tu vois, parce que par exemple des formats comme en fait, il faut réussir à mélanger tes envies et ce qui t'est et un peu de marketing, quoi. Quand je fais sur ma chaîne Il fait tout noir, évidemment que c'est pensé pour pouvoir avoir de la visibilité, parce que c'est un format qui fait que tu fais des collaborations avec des gens de YouTube. Donc ça ramène des gens curieux qui découvrent ta chaîne, bah c'est ton cas. D'ailleurs, tu m'as découvert comme ça. Mais ok, c'est pensé comme ça et tout, mais de base, c'est vraiment lié au fait que je tripe sur les morning routines. J'adore savoir la morning routine des gens. Et dans l'émission, c'est un peu éludé, c'est un peu résumé, mais en vrai, plus c'est détaillé, plus c'est machin et tout, c'est des trucs... ça me fait triper, quoi. C'est les dernières conversations que j'avais avec ma grand-mère qui se rappelait plus de grand-chose. C'était c'est quoi ta morning routine, quoi. C'est vraiment un truc... et c'est lié aussi à mes 8 ans de McDo, parce que dans la vie, tout est lié. Faut jamais se dire qu'on fait des trucs pour rien. Tout a du sens. Même une séparation difficile, ça va te servir après. Et au McDo, le soir, on se faisait chier, et du coup, je faisais des burgers les yeux bandés. Et je tripais parce que je trouve vraiment que c'est fou. Quand on répète des gestes 1000 fois, on les fait avec une habilité de super-héros. Et ça me fait vraiment triper, ce truc-là. Donc c'était un mélange de vraiment des trucs que je kiffe, pour au final en faire un truc qui a aussi son côté marketing, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment ça. Je me dis, moi, ça me fait triper.
ça devrait faire triper d'autres gens. Et après, le côté aller chez les. Je pense que les gens aussi aiment bien parce qu'on va chez les gens. Ça, c'est cool. Moi, en tant que public, t'aimes bien un mec, tu vois chez lui, c'est cool quoi. Tu dis, ouais, est-ce que c'est bien rangé? Donc, c'est un petit mélange de trucs, mais tu peux que le lier sur ce qui te plaît vraiment, ce que tu sais faire aussi. Parce que c'est vrai que ça m'est arrivé de me chercher aussi et de me dire qu'est-ce que je sais faire. Et il faudrait que je fasse des trucs qui me ressemblent vraiment. Et pas juste un calcul, tu vois. Et je sais qu'il y a des époques, à l'époque de Grippin TV et tout, où j'étais un peu perdu par rapport à ça, quoi. Je me disais, putain, j'essayais de me dire, faut que ça ait du sens par rapport à. Si ça vient pas vraiment de toi, ça sonnera faux, quoi. Et là, tu trouves que t'es en accord avec ça aujourd'hui? Ouais. Et j'ai une autre question avant qu'on arrive à la fin. Tu disais que un peu ton goal, ce serait de. Putain, vous m'avez fait parler de ouf, là. C'est presque fini. Nous, on est là pour. J'ai plus parlé que les autres gars que vous m'avez cités. T'es dans les temps. Tu disais que ton goal ce serait d'être chez Chabat, enfin d'être dans le Burger Quiz par exemple. Oui, enfin c'est une image. Voilà, une image. Là, s'il m'invite, j'y vais pas par exemple. Je suis pas, je vais servir à rien, je vais rien dire, je vais pas être à l'aise. J'ai quand même aussi une histoire, faut que les choses aient du sens. Là, si on m'invite, ça n'a aucun sens que je sois autour de la table, je n'irai pas. Disons que, imaginons qu'on t'invite parce que tu es un réal reconnu, Plastar dans le futur. Reconnu, voilà. Est-ce que tu vois comment est le chemin pour y arriver à ça? Bah, continuer d'être. Là, ça veut dire écrire une série, la réaliser. Ouais. Ensuite, écrire un film et le réaliser. Et être toujours une personnalité, entre guillemets, un peu du truc, du game. Et du coup, tu te mets ton caméo dans tes films, tu vas vendre tes films sur les plateaux de télé et tu es invité au Burger Quiz dans la foulée, quoi. Bah, après, on les voit, les gens un peu comme ça invités au Burger Quiz, c'est Michel Hazanavicius. Mais bon, là, on parle d'un mec qui a eu un Oscar, hein, donc. Bien sûr. Donc voilà, dans mon plan, il n'y a pas forcément avoir un Oscar avant d'être invité au Burger Quiz. Et j'espère que le Burger Quiz existera toujours à ce moment-là, mais je ne pense pas. Tu me diras, il y a bien eu 15 ans entre les deux sessions. Si c'est dans 15 ans, peut-être. Mais ouais, c'est d'être des mecs un peu comme ça, des mecs créa, mais qui aiment bien aussi venir sur un plateau, dire des conneries, comme Riyad Satouf aussi, que j'adore. Qui a été aussi invité au Burger Quiz, donc c'est pour ça que je dis ça. Après, évidemment, on rêve tous d'être Jonathan Cohen et d'y aller et d'être le mec le plus marrant de la Terre. Mais c'est pas mon cas, je le sais, quoi. Donc du coup, je préfère y aller en tant que réalisateur suffisamment connu pour être invité au Burger Quiz. C'est comme ça qu'on me présentera d'ailleurs, j'espère, au Burger Quiz. Aurélien Prévost, le réalisateur suffisamment connu pour être invité au Burger Quiz. Ma question c'était plus, est-ce que tu penses savoir quoi faire pour atteindre ce niveau-là, quoi? Non, parce que faut se laisser aussi porter par les trucs, quoi, tu vois. Ça se trouve, je vais à un moment donné jeter ma carrière de réalisateur parce que c'est trop compliqué ou parce que je m'y retrouve pas et que je serai directeur artistique dans la com et que je vais bader, quoi. Mais que je serai riche. Non, bah je sais pas en vrai, tu vois. Non, après je pense que j'essaierai quand même toujours d'avoir un truc, un côté créa et tout, quoi, tu vois. Mais ça se trouve, dans 15 ans, j'aurai une émission de radio avec des potes et je serai très content, tu vois. Ça va très bien. Donc c'est pas mon but absolu, quoi. Sinon je ferai pas des vidéos sur YouTube, quoi. Parce que sur YouTube, en vrai, mon savoir-faire il est caché. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que faut que ça ait l'air un peu homemade, faut que ça ait l'air un peu à l'arrache, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là parce que du coup c'est pas du tout démonstratif. Parce que des fois je me donne et je sors des trucs qui sont quand même hyper réfléchis, hyper bossés, hyper tout ça, mais ça se voit pas. Et j'aime bien ce côté, j'aime bien ce truc-là. Après c'est un peu une feinte pour les gens qui se disent ah bah ça a l'air hyper facile et qui commencent à essayer de faire une vidéo sur YouTube et qui se disent mais je suis une merde. Non, t'es pas une merde, faut juste faut bosser, quoi. Comprendre qu'il y a du talent. Faut bosser, quoi. Ouais. On a deux questions qu'on aime bien poser à la fin. La première c'est ah bah putain, pas de souci. La première c'est avec Valentin on a 24, 25, 26 ans. Il y a un des trois âges qu'on n'a pas, hein, mais voilà. On a envie de créer des choses. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bah de le faire. Bien sûr, mais est-ce que tu as un conseil pour tous les gens qui comme nous aimeraient créer? Pour toi c'est se lancer, y aller et continuer et ça va payer. Bah ouais, mais après faut faire. Enfin moi j'ai toujours fait les trucs qui me faisaient envie, quoi. Ouais. Après ouais c'est ça, c'est y aller et puis bah c'est cool de bosser quand même à plusieurs. Je sais pas si vous avez envie de faire des trucs ensemble, mais c'est toujours bien. On commence. Ah oui, ça. Ah oui, c'est vrai que T'as vu. effectivement, ouais. Non mais t'as raison de le souligner parce que tu peux vite te dire moi je fais mon truc à moi et puis. Après c'est cyclique. Moi d'expérience, à chaque fois c'était pareil. Tu bosses en collectif
un moment donné, ça te saoule parce que tu dis je peux pas faire, je suis pas libre, tout, il me bride ma créativité, alors qu'en vrai, t'as la leur aussi, donc en fait ta créativité elle est bien boostée, parce qu'il y en a 3 des créativités, mais ça te saoule, du coup tu veux faire le truc tout seul, au bout d'un moment tu te dis je suis en d'être tout seul, donc tu veux rebosser avec des gars. Donc mais là, moi j'ai la chance de faire les deux, de bosser et tout seul et avec du monde, mais je sais qu'en soi c'est toujours cyclique, on veut toujours ce qu'on n'a pas, que ce soit t'as une meuf, tu te dis j'aimerais bien ne pas avoir de meuf pour comme si toutes les autres meufs sur terre étaient prêtes à coucher avec toi, alors que absolument pas. Et à l'inverse, etc. Et c'est pareil quand tu bosses solo, que t'as de l'argent, que t'as pas d'argent. Enfin moi je pense que si j'étais blindé, je pense que je serais content 6 heures. Ah merde, je te virer. Hop, on se virait de la salle. Si j'étais milliardaire, je serais content 6 heures. T'as coupé ou pas? Non, mais. Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes? On est sur là. Merci, c'est très gentil. Voilà, je disais, si j'étais blindé, je pense que je serais content 6 heures. Au bout de 6 heures, je m'en battrais les couilles, ça serait devenu normal. Et c'est pareil pour plein de trucs. Je sais plus c'est quoi la question. Je vous conseille d'y aller et de vous planter et de pas vous formaliser si vous vous plantez, parce que j'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais en même temps, c'est cool de se planter, parce que ça sert à faire la suite. C'est vraiment comme ça que t'apprends. Hein. C'est souvent un tremplin. Moi, j'aurais du mal à dire exactement comment j'ai appris un peu à écrire et tout machin, mais c'est comme ça, quoi. Faut y aller, quoi. Très bien. Et la dernière question, ce n'est pas vraiment une question. On fait un petit cadeau à nos invités à chaque fois. Donc on voulait savoir, est-ce que tu es plutôt bande dessinée ou livre? Bande dessinée. J'ai lu 7 livres dans ma vie. Très bien. Mais beaucoup plus de BD. On espère qu'ils seront bien du coup. Du coup on t'offre cette petite BD qui s'appelle, je sais pas si tu l'as déjà lu. Non. Ces jours qui disparaissent. C'est ça que Jonathan Barré adapte au cinéma, non? Je sais même pas, je t'avoue. Non, sur ce coup je dis de la merde, mais c'est possible parce que ça m'évoque un truc. Moi ça a été un gros coup de cœur. C'est l'histoire d'un gars qui en fait, au début, un jour sur 5 de sa vie disparaît. Ah. Il y a un autre gars qui est son sosie. Et puis petit à petit ça bascule et ça raconte toute cette histoire. Ok. Très bonne lecture. Ah, j'aime bien le trait et tout. Bah cool, merci beaucoup. Bah avec plaisir. C'est très cool. Tu nous diras ce que t'en as pensé. Ça marche. Un grand merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'était Bah avec plaisir. Bah vous tombez au moment donné où j'ai pas de vidéo à monter, donc c'est parfait. c'était nickel. Trop bien. Merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir les gars. Et bon courage pour vos trucs du coup. Ouais, merci. Ciao. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Aurélien, on espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous aider, il y a plusieurs manières de le faire. Laissez-nous une note sur Apple Podcast ou un abonnement sur Spotify. Laissez-nous votre adresse email, on a une petite newsletter qu'on envoie tous les lundis matins au moment de la sortie de l'épisode. Tout à fait, le lien est disponible dans la description de l'épisode. Tout à fait. Et puis, un petit message pour ton livre, Valentin. Valentin a sorti un livre qui s'appelle Expédition créative et que vous pouvez découvrir sur Amazon, qui est honnêtement un petit bijou pour les créateurs. Merci Kylian et merci d'avoir écouté, à bientôt. À bientôt lundi.